à toutes et à tous. Tout est rentré dans l'ordre du côté technique. Les promoteurs immobiliers et le ministre de l'Urbanisme accordent le violon avant le lancement de l'ambitieux projet des 40 000 logements sociaux, un projet qui nécessite l'implication de ces promoteurs dans un environnement serein. La Senco lance un pavé dans la mare du gouvernement congolais. Selon l'église de la RDC, plus de 3000 personnes auraient été tuées dans le Kasaï depuis septembre 2015, sans oublier les villages ragés de la carte qui sont au nombre d'une vingtaine. Cela dit, le gouvernement compte s'appuyer sur les promoteurs immobiliers pour réaliser son projet 40 000 logements sociaux. Mais sur les 150 promoteurs, seulement 15% sont actifs avec un taux de construction très faible. Autre constat, ils ont pour la plupart accaparé les terres autour de Ouagadougou et de ses environnants, suscitant une spéculation foncière. Face à ces constats, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a rencontré ses promoteurs immobiliers hier pour des échanges autour du projet qui sera lancé le 3 juillet prochain. Reportage Moussa Ouedraogo, Zalissa Sanfo. C'est un langage de vérité que le ministre en charge de l'urbanisme tient ici avec les promoteurs immobiliers en charge de la réalisation du programme de 40 000 logements. Sur ces 150 promoteurs, seulement 15% sont actifs sur le terrain avec un faible taux de construction. À cette rencontre, le ministre les interpelle à redoubler d'efforts et fixe les grandes orientations avant le lancement officiel du programme national de 40 000 logements. Dès que certains promoteurs font le plan technique, avant même de constituer l'ensemble du dossier, ils font appel, j'allais dire, dans l'obscurité, à un géomètre quelconque qui commence à réaliser l'application du lotissement sans une autorisation du ministère en charge de l'urbanisme et du ministère en charge de l'administration territoriale. Nous avons voulu réunir l'ensemble des acteurs pour que nous nous accordons de manière à ce que la réalisation de ce programme se fasse dans les règles. Les insuffisances relevées au niveau des textes seront corrigées. Le besoin, il est criard. On a vu le nombre d'inscrits qui même dépasse le nombre de logements qu'on veut produire. Mais c'est d'abord, nous avons d'abord travaillé à rassurer le ministère à travers toutes les structures de promotion immobilière, les associations professionnelles et les syndicats, que nous avons la capacité de satisfaire le besoin du gouvernement sur la réalisation des 40 000 logements. Le lancement officiel du programme est prévu pour le 3 juillet prochain. L'État entend travailler avec les promoteurs immobiliers sérieux pour espérer réaliser le rêve de tous ceux qui seront retenus sur les 230 000 Burkinabés inscrits sur la liste de ce programme. 1 milliard de francs CFA mobilisés en faveur de la résilience des populations du Centre-Nord et du Sahel. L'ONG A2N et ses partenaires vont ainsi mettre en œuvre le projet d'amélioration de la résilience par le petit ruminant. D'une durée de 5 ans, il devrait concerner environ 400 personnes vulnérables. Daouda Ouattara, Zoubaviel, David Dabiré. Comment sortir les populations vulnérables des régions du Centre-Nord et du Sahel de la précarité alimentaire? Si la question taraudait hier encore les esprits, aujourd'hui, elle est en passe de trouver une solution. C'est du moins l'avis de l'ONG A2N et ses partenaires au développement qui lancent ici le PARPEL, le projet d'amélioration de la résilience par le petit élevage. Il s'agit de doter plus de 400 ménages de volailles et de petits ruminants, de les encadrer par l'appui conseil et surtout de créer les conditions pour l'écoulement des produits issus de cette assistance. Notre action vise à renforcer justement le gain de ces revenus-là, notamment en améliorant la qualité des produits qui sont issus de cet élevage-là, mais également en accompagnant les populations les plus vulnérables qui n'ont pas de produits, mais à qui on va faire des dotations. Environ 1 milliard de francs CFA sont mobilisés par la coopération au développement belge pour l'exécution de ce projet prévu pour durer 5 ans. Le PREPAL se veut également un outil d'autonomisation des femmes et des jeunes dans les zones d'intervention. Nous avions une grande majorité des populations qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité en termes d'autosuffisance alimentaire. Donc ce projet, par une action intégrée de l'élevage, en associant
la santé animale de proximité, en renforçant les capacités des petits producteurs et également en développant des itinéraires et techniques performants et durables. Nous pensons que nous allons arriver à atteindre les objectifs visés. Plusieurs partenaires techniques comme Vétérinaires sans frontières Belgique et Élevage sans frontières accompagnent les acteurs dans la mise en œuvre du PREPAL, dont l'objectif global selon ses concepteurs est la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Les travaux de réhabilitation de la RN4, en attendant leur début officiel, seront suppléés par ceux d'entretien pour soulager les usagers de la route. La Direction générale de l'entretien routier a lancé les travaux sur toute la nationale. Il consiste à boucher les nids de poules qui sont devenus de véritables calvaires pour les automobilistes. Les entreprises ont 2 mois pour faire ce petit lifting de la RN4. Reportage à Fadangourma, Alassane Tendrebiogo, Mahamadi Ouedraogo. Nous sommes sur la route nationale numéro 4, dans son tronçon coupé la frontière du Niger en passant par Fadangourma. Ce tronçon constitue un véritable calvaire pour les usagers de la route. Nids de poules, goudron délabré, bref, cette route donne du fil à retordre à ceux qui l'empruntent. C'est difficile d'emprunter ce goudron. Le véhicule tombe en panne à tout moment. Et cela est dû à l'état de cette route. Vraiment, nous souffrons beaucoup. Pour soulager un tant soit peu les habitués de cette route, le ministère des Infrastructures entame des travaux d'entretien en attendant le démarrage des travaux de réhabilitation. Cette délégation de la Direction générale de l'entretien routier est donc venue pour constater l'effectivité des travaux. Nous sommes venus visiter le chantier, les travaux d'entretien de la route, la RN4, pour effectivement montrer que les travaux ont bel et bien démarré. Il s'agit du bouchage des nids de poules. Donc tous les trous que vous avez vus, nous avons obligation de les refermer pour amener le niveau de service à un niveau acceptable pour les usagers. L'exécution de ces travaux d'entretien est majoritairement assurée par 3 entreprises. Nous avons une brigade au sein de la Direction générale de l'entretien routier. Cette brigade que nous avons déployée pour venir remplacer les entreprises qui devaient intervenir sur le tronçon Gourmet-Fada. Ces entreprises-là, nous les avons envoyées plus loin, entre Fada et la frontière. Nous allons travailler pour que les nids de poules soient complètement bouchés. Mais nous demandons quand même la compréhension des usagers de la population pour nous accompagner à ce qu'on puisse atteindre l'objectif. Les entreprises ont un délai de 2 mois pour rendre cette voie praticable au profit des usagers de la route. La journée de l'enfant africain est célébrée chaque année en souvenir des massacres de Soweto. Cette année, c'est Dori qui a abrité la commémoration officielle qui a été suivie de la remise du rapport 2017 de Save Children sur l'enfant. Selon ce rapport, dont nous en avons déjà parlé sur nos antennes, un enfant sur 4 au Burkina est privé de son enfance et classe notre pays au 165e rang. Reportage à Dori, Bourema Kane, Sekou Zongo. Save Children aux côtés des enfants du Sahel, à l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain. Pour l'ONG internationale qui se bat pour les droits de l'enfant au Burkina Faso, la déscolarisation, les mariages et les grossesses précoces constituent entre autres les facteurs qui empêchent les enfants de vivre pleinement leur enfance. À travers ce lancement officiel, on a souhaité interpeller les partenaires, les parents, tout le monde pour 4 recommandations clés. La première, c'est investir dans l'enfant pour atteindre les objectifs de développement durable. Et la deuxième recommandation, c'était que tous ensemble, on puisse lutter contre les facteurs de privation de l'enfance. La troisième recommandation, c'est on encourage le gouvernement à poursuivre son engagement pour garantir la gratuité des soins pour les enfants, les femmes enceintes. Et la dernière des recommandations qu'on a, c'est pour qu'il y ait une protection intégrée de l'enfant. Des recommandations qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Un enfant bien éduqué, un enfant qui a bien vécu son enfance, qui n'a pas eu une enfance volée, un enfant qui a vraiment su profiter de son enfance, qui a eu toute l'attention de ses parents, c'est celui-là qui va pouvoir grandir en toute sérénité. J'exhorte les parents, j'en suis un, à donner beaucoup d'amour à leurs enfants parce que c'est l'avenir de demain. Nous prions que les parents nous suivent, qu'ils nous entretiennent et pas nous maltraiter parce que nous serons les hommes et les femmes de demain. Selon le rapport 2017 sur l'enfance dans le monde,
remis aux autorités administratives et coutumières de la région, au moins 700 millions d'enfants dans le monde sont privés de leur enfance. Le dit rapport classe le Burkina Faso 165e pays sur 172. Créé en 2009, le Comité national des finances locales, CONAFIL, appuie la mise en œuvre de la décentralisation, cela en mettant à la disposition des communes des statistiques en matière de finances locales. Le CONAFIL tient à Zignaré sa première session ordinaire de l'année pour valider une étude sur les appuis financiers de l'État aux collectivités territoriales de 2006 à 2015. Pamadrogo Janzongo, Kadisanogo, reportage. Le Comité national des finances locales, CONAFIL, est une structure qui a été créée en 2009 en vue de faire des propositions pour l'amélioration des finances locales. Pour jouer pleinement son rôle de leader dans la production des statistiques sur les finances locales, une étude a été commanditée sur les appuis financiers de l'État aux collectivités territoriales de 2006 à 2015. Cette première session de l'année 2017 est consacrée à l'examen et à la validation de cette étude. Elle a pour objectif de faire des observations conséquentes en vue d'enrichir le contenu du document. Ce rapport indique les différents appuis que l'État donne aux collectivités territoriales. Ce rapport indique également les difficultés que les collectivités ont à pouvoir absorber ces crédits. Ce rapport, enfin, fait des propositions pour que ces apports et ces appuis de l'État puissent être mieux utilisés. Nous invitons donc tous les participants. Il y a le ministère de l'économie et des finances, il y a le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la décentralisation. Il y a les autres partenaires techniques et financiers qui sont dans la salle. Nous souhaitons qu'ils puissent vraiment faire des observations pertinentes parce que ce rapport va nous servir d'outil pour pouvoir améliorer donc les contributions de l'État au niveau des collectivités territoriales. Dans le souci du renforcement des capacités des membres du CONAFIL, plusieurs communications sont prévues. Il s'agit entre autres de la nouvelle loi sur la fonction publique territoriale, de la taxe superficiaire et du fonds minier de développement local. La fête de la musique, c'est pour ce 21 juin. Les podiums sont prêts à accueillir de centaines d'artistes à travers le monde. Au Burkina, les concerts en live sont aussi concoctés pour nos musiciens qui vont donner un cachet particulier à la manifestation. Des manifestations de ce genre ne doivent pas faire perdre de vue que la vie d'un artiste aussi se résume à la vente d'albums pour poursuivre sa carrière. Les albums sortent sur le marché burkinabé du disque, mais leur auteur doit faire face à la piraterie. Le dossier est signé Moussa Ouedraogo Arunamare. Les albums ne s'arrachent plus comme de petits pains. Paroles d'artistes. Paradoxalement, la musique continue d'inonder villes et campagnes. Ils pointent du doigt l'avènement du numérique. Innovation, certes, mais il entraîne dans son sillage une hémorragie des œuvres de l'esprit. De nos jours, nous avons remarqué que nos albums, quand tu sors, ça ne s'achète pas beaucoup. Les gens disent c'est bien, mais ils ne payent pas. Avec ces histoires de clés USB, ces Bluetooth, ces cartes mémoire et autres, c'est compliqué. Les gens s'en vont, ils enregistrent. D'autres, ils apprécient ton album et ta musique. Ils s'en vont et puis ils enregistrent. Il y en a même qui payent à 50 francs. Imagine une chanson que tu vas dépenser au moins plus de 600 000 francs pour faire un son. Parce qu'avec le clip, tout ça, c'est pas simple. Et quelqu'un vient comme ça, il copie la chanson à 50 francs. Ça fait mal. Donc c'est ça qui tue les artistes en ce moment. Vous savez, quand nous-mêmes on publie sur notre chaîne YouTube un truc, vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui relaient en même temps avec la vidéo qu'ils publient sur leur chaîne. C'est pas normal, puisque YouTube paye même les chaînes qui marchent bien. Le mal semble profond et ce ne sont pas les stratégies et autres opérations coup de poing contre la piraterie qui font défaut. Le bureau burkinabé du droit d'auteur en a conscience. Des kiosques comme celui-ci ont été disséminés dans la ville. Pour donner un coup de fouet à la filière musicale, les pistes de solutions abondent et chaque star de son côté multiplie les initiatives pour rentabiliser son œuvre. J'ai été DJ, j'ai un côté disque jockey. On a une manière de faire payer les gens cher. On peut vendre un CD à 100 000, 200 000 dans des bars maquis où on va jouer. On les appelle les bons payeurs. Je fais des éloges à tous ceux qui aiment le chanson, ceux qui ont l'argent. Donc je vends plus cher mes albums. Donc c'est par là, moi je m'en sors. Nous sommes sur des plateformes de téléchargement.
payante, ça nous rapporte. Si l'album est bien, et je pense que les concerts maintenant, les cachets sont encore plus élevés qu'avant. Et donc on arrive à rentabiliser les concerts. Les artistes sont unanimes. Il faut s'adapter au temps pour ne pas subir ces contre-coups. Du reste, à vue d'œil, du début de leur carrière à maintenant, ils ont connu une ascension sociale, même si le combat continue. Ce message d'espérance que fredonne ici Des Altino a tout son sens. Je suis fier de mon parcours, malgré les discours. Même si je ne suis pas héros, je ne suis pas un géant. Tout n'est pas accompli, mais à moitié bien rempli. Les violences au Kasaï en RDC auraient fait, selon l'église congolaise, plus de 3000 morts et une vingtaine de villages détruits. Violences qui perdurent depuis septembre 2016. L'église parle aussi de ses infrastructures endommagées, comme des paroisses, des centres de santé, des écoles ou des séminaires. Les affrontements entre les forces armées de la RDC et les partisans du chef traditionnel Kamounou Zampou ont embrasé toute la région. Les autorités congolaises accusées par l'ONU pour leur responsabilité dans les violences perpétrées dans la région du Kasaï. Des violences qui, d'après l'église catholique congolaise, auraient fait plus de 3000 morts depuis août dernier. Tout a commencé avec la mort d'un chef coutumier que le pouvoir central accusait de rébellion. Cette mort a déclenché un mouvement d'insurrection appelé Kamounan Nsapou. Les militaires appuyés par des milices ont choisi la manière forte pour contrer cette rébellion. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé ces violences, parlant d'exécutions sommaires, de mutilations d'enfants et de viols. Dans une conférence ce mardi à Genève, il a affirmé que 42 fausses communes avaient été découvertes par les enquêteurs onusiens. Mais a-t-il précisé, les témoins ont indiqué avoir été forcés de creuser des fausses communes supplémentaires. Les autorités congolaises donnent une autre version accusant les rebelles Kamounan Nsapou d'être les auteurs de ces violences meurtrières. En tout cas, ces affrontements ont provoqué depuis 8 mois d'importants mouvements de population. Des centaines de milliers de civils ont fui. Certains ont trouvé refuge dans le pays voisin, l'Angola. La revue de presse de ce mercredi est consacrée à l'épreuve du bac dont le lancement officiel est intervenu hier à Kupela. Les quotidiens s'attardent aussi sur l'expertise ADN des restes du capitaine Thomas Sankara. Tobom Evelyne Dabiri. Début de foulée vers les portes universitaires. C'est ainsi qu'aujourd'hui, au Faso annonce le début de l'examen du baccalauréat session de 2017. Au total, plus de 75 900 candidats sont répartis en 303 jurys, précise ce journal. Si tout semble bien se dérouler, quelques incidents mineurs ont été relevés par les quotidiens. L'observateur Palga informe que l'épreuve de français en série A, initialement prévue pour ce jour, a été reportée à vendredi, de fait d'une ouverture malencontreuse d'une enveloppe contenant la dite épreuve. Autre fait constaté par aujourd'hui au Faso, un candidat s'est présenté à son jury sans fiche de table, son établissement d'origine ayant refusé de la lui remettre pour non-paiement des frais de scolarité. Un laissez-passer sans lequel il ne peut prendre part à l'examen. Mais au-delà, 2 autres candidats, eux ayant le droit de composer, ont été néanmoins déconnectés de la présente session pour avoir voulu frauder par le truchement de WhatsApp, explique l'observateur Palga. Et à lire dans le pays l'épreuve du français série D, puis celle de philosophie série A dans Aujourd'hui au Faso, qui publie aussi les impressions de certains candidats confiant des résultats à venir. Mais en entendant d'autres résultats défraient la chronique, ceux du test d'ADN sur les restes de Thomas Sankara. Sidoa informe que la contre-expertise des restes présumés du défunt président du Faso, réalisée en Espagne, n'a pas permis de dégager son profil génétique. En français facile, comme décrit l'Express du Faso, cela signifie qu'on ne sait pas s'il s'agit de Thomas Sankara ou non. Ces résultats jettent donc le trouble sur la localisation de sa tombe et Sidoa interroge: s'agit-il réellement du cadavre de l'ancien président? Mystère, répond ce journal. Le dossier ne sera pas enterré pour autant, rassure Maître Sankara dans l'Observateur Palga. Thomas Sankara est vraiment un homme à part, conclut l'Express du Faso. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes. J'espère pouvoir vous proposer des reportages signés ce soir.